Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, comment allez-vous? Vous êtes à l'écoute de l'heure des musées, une émission consacrée à l'art et à la culture chinoise. La semaine dernière, nous n'avons pas pu terminer notre initiation au tir à l'arc avec nos jeunes arcs. Aujourd'hui, la leçon se poursuit. À travers les instructions de l'empereur Kangxi, nous savons qu'il soulignait pour exceller dans l'art du tir à l'arc à cheval, il faut commencer jeune. Ceux qui ne maîtrisent pas l'équitation ne pourront jamais atteindre l'excellence dans cet art. De même, comme le rapportent les annales verdiques de l'empereur Shunzhi, volume 285. En ce qui concerne l'équitation, le tir à l'arc ou encore les battues et la chasse en terrain clos, j'ai tout appris dès mon plus jeune âge. Le terme « xingwei » désigne les chasses organisées dans les terrains impériaux réservés, dont nous avons déjà parlé dans nos émissions précédentes au début de l'année, que vous pouvez écouter ou réécouter à votre convenance. Ces chasses faisaient partie intégrante de la formation des arcs. Parmi elles figuraient notamment les battues d'automne à Moulin ou les expéditions printanières dans le parc impérial de Nanyue, organisées chaque année au printemps et en automne, transformant chaque saison en une véritable occasion d'apprentissage. Voici un exemple présenté dans l'image 1. Chronique de l'empereur Qianlong. Des écrits, des activités de tir à l'arc et de chasse des princes de la dynastie Qing se trouvent dans des documents tels que les histoires documentaires éditées des règnes, les transcriptions des procédures judiciaires et les anthologies de poésie. Le 12 août 1791, l'empereur Qianlong observa ses petits-enfants tirer des flèches lors d'un événement de tir à l'arc à la résidence d'été. Mianqing et Zai, respectivement petits-fils et arrière-arrière-petits-fils de l'empereur, âgés de 13 et 8 ans, atteignirent les cibles 3 fois chacun. Très joyeux, l'empereur leur offrit respectivement une veste jaune et un plumet de paon à 3 ocelles et une veste jaune et un plumet de paon à 2 ocelles, et écrivit un poème pour commémorer cet événement. Dans ce récit, il souligna que Zai avait 4 ans de moins que lui lorsqu'il chassa avec le défunt ancien empereur Kangxi, indiquant que cette tradition se transmettait déjà depuis cette génération. La veste jaune et le plumet de paon à 2 ou 3 ocelles représentaient un insigne d'honneur suprême pour les Mandchous, distinction que nous développerons plus en détail dans nos prochaines émissions. Image de estampe de l'époque Song de la stèle du stupa aux nombreux trésors avec 3 feuilles de papier jointes et des axes de calligraphie. La pratique de la calligraphie était l'un des devoirs quotidiens des princes de la dynastie Qing. Par exemple, lorsque l'empereur Qianlong commença ses études au palais impérial en 1722, il commença à écrire de la calligraphie en style régulier, imitant les œuvres de calligraphie telles que Yan Zhenqing, par exemple, estampe de l'époque Song de la stèle du stupa aux nombreux trésors. L'imitation du froidisson de la stèle de la pagode de Duobao, écrite par l'empereur, présentée dans l'image 2, était placée derrière l'artefact original et contenait des corrections écrites à l'aide d'un pinceau impérial à l'encre vermillon, ainsi que la date à laquelle l'imitation a été écrite. Une telle pratique était courante parmi les professeurs des princes,
lorsqu'ils enseignaient la calligraphie aux princes dans le palais impérial. Un autre artefact présenté ici n'est pas une imitation, mais plutôt une création libre, révélant la calligraphie délicate et jolie de l'empereur. Les Hagues apprenaient également la science occidentale. L'empereur Kangxi apprit les sciences naturelles telles que les mathématiques, l'astronomie, le rythme musical et la médecine auprès de missionnaires occidentaux tels que Joachim Bouvet et Jean-François Gerbillon de France, Ferdinand Verbiste de Belgique et Teodorico Pedrini d'Italie. Fasciné par la science occidentale, l'empereur initia également ses princes à ces domaines. Voici deux exemples. Image 3. Les éléments d'Euclide. Les éléments de géométrie conservés au Musée national du Palais de Taipei ont été écrits par le mathématicien grec Euclide, traduits oralement par le missionnaire italien Matteo Ricci et mis par écrit par Xu Guangqi de l'époque Ming. Selon le récit du missionnaire français Joachim Bouvet dans sa biographie de l'empereur Kangxi concernant l'apprentissage de la géométrie par l'empereur Kangxi, celui-ci ordonna d'abord aux missionnaires de l'enseigner en langue mandchoue et désigna deux ministres versés dans le mandchou et le chinois pour rédiger les notes de cours. Ensuite, l'empereur assistait aux leçons, révisait le contenu et dessinait lui-même les figures. En 5 à 6 mois environ, il maîtrisait les principes de la géométrie. Durant cette période d'études, Kangxi en profita également pour discuter et s'exercer avec ses fils, c'est-à-dire les Hagues. Tout comme les élèves d'aujourd'hui ont leur manuel scolaire, nos Hagues avaient également leur propre manuel. Des ouvrages conservés au Musée national du Palais, tels que le Illustration et discours sur le miroir des empereurs et le Guide illustré pour cultiver l'intégrité, sont des manuscrits illustrés à la main ou des réimpressions de la cour Qing datant de la dynastie Ming. Avec leur illustration vivante, ils enseignaient aux Hagues comment les souverains de la Chine ancienne gouvernaient. En combinant texte et illustration, ils rendaient l'apprentissage plus intéressant. Un registre du 10e mois lunaire de la 11e année Xianfeng 1861 dans les annales quotidiennes impériales de la dynastie Qing indique que l'illustration et discours sur le miroir des empereurs était un manuel important pour le jeune empereur Tongzhi. Plus tard, des précepteurs impériaux tels que Qi Junzao et Wang Tonghe en liraient des histoires. De plus, la collection du Musée national du Palais comprend un livre intitulé « Le guide impérial de la gouvernance et de la souveraineté » écrit par Fan Zuyu de la dynastie Song. L'empereur Qianlong ordonna à ses fils Yongcheng, Yongxin et Yongrong, ainsi qu'à son petit-fils Mianning, le futur empereur Daoguang, de le transcrire. Ce livre est précisément un ouvrage d'histoire destiné à enseigner à travers les âges des exemples de souverains vertueux, fournissant des modèles pour rectifier l'esprit et cultiver le caractère, ainsi que pour approfondir les études et la formation. On estimait qu'au cours de cette transcription, les Hagues apprendraient les principes de la gouvernance du pays. Bon, nous allons clore cette section pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine
où nous lèverons le voile sur la nature et le contenu fascinant des manuels impériaux. Vous avez suivi l'heure des musées, une émission réalisée et animée par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan Internationale.